Si même les pensées les plus anodines ou insignifiantes peuvent être connectées à ces représentations refoulées, à ces fantasmes refoulés, qui empêchent l'être d'avancer, la technique va ainsi s'adapter pour que Freud puisse l'énoncer en 1909, lorsqu'il parle de l'homme au rat. Je vous le cite parce que chaque mot est vraiment très important. Je lui mis en devoir de respecter l'unique condition de la cure, dire tout ce qui lui passe par la tête, même si cela lui est désagréable, même si cela lui paraît sans importance, ne relevant pas du sujet ou insensé. Cette exigence que l'on observe déjà chez Freud quant au respect de la méthode est tout simplement liée à une spécificité du champ opératoire psychanalytique. Je le cite en 1912. Les motions inconscientes ne veulent pas être mémorées, comme la cure le souhaite, mais aspirent à se reproduire, conformément à l'intemporalité et à la capacité hallucinatoire de l'inconscient. Ce combat entre médecin et patient, entre intellect et vie pulsionnelle, entre connaître et vouloir agir, se joue presque exclusivement sur les phénomènes de transfert. Ainsi, la plupart des stratégies mises en place par le psychanalyste visent justement à tenter de dévier la répétition dans l'acte pour favoriser les libres associations. La technique de l'écarteur fait partie de cette stratégie, mais le règlement des séances manquées va également dans ce sens. Depuis quelques séances, Mademoiselle V dit que tout va bien. Un jour, elle me demande s'il est possible de décaler la séance pour qu'elle puisse aider son amie à déménager. Lorsqu'elle vient à sa séance un peu plus tard, dès le début de la séance, je lui demande de régler la séance où elle n'est pas venue. Elle rentre alors dans une grande colère que je tente de désamorcer en utilisant la technique de l'évitement imaginaire, en fermant les yeux notamment, jusqu'à ce qu'elle puisse associer ses pensées librement. Jean-Baptiste, je veux maîtriser. Pour moi, c'était acquis que les horaires allaient changer. Et elle s'effondre en larmes. Je crois que ça va, mais en fait, ça ne va pas vraiment. J'ai beaucoup de haine, pardon, Jean-Baptiste. J'ai beaucoup de haine vis-à-vis de moi. Puis, technique de l'écarteur, et deuxième séance, un peu plus tard, où elle poursuit en pleurant. Jean-Baptiste, je n'allais pas aussi bien que je le pensais, et là, je me remets en état d'enfant. Ça, c'est très beau, je trouve. J'en veux à la psychanalyse, car ça me fait me replonger dans cette souffrance écorchée vive. Oui. Jean-Baptiste. J'avais l'impression d'aller mieux. En fait, cette souffrance, est bien là. Ainsi, les stratégies qu'utilise le psychanalyste visent à nourrir et supporter le transfert, à dégonfler l'aliénation imaginaire, cette patiente qui dit que tout va bien, pour que le patient, puis le psychanalysant, puissent associer ses pensées librement. Malgré les remaniements que Freud va opérer au niveau théorique sur sa conception de l'appareil psychique, il va être de plus en plus intransigeant quant au respect de la méthode. Cette intransigeance est sans aucun doute à la hauteur de la férocité du conflit psychique que l'on retrouve dans la psychopathologie. Bien sûr, et ce que Freud met en évidence en 1909, il est impossible pour un clinicien de prendre la mesure de cette exigence s'il n'a pas éprouvé les effets de la méthode sur lui-même. La méthode est inexorable, tout autant pour le psychanalysant que pour le psychanalyste, car là où ce dernier cède sur la règle, la résistance du psychanalysant va s'infiltrer à l'endroit même où il ne fait pas son travail. Dis me dépêcher. Rosé fasse tout pour l'éviter. C'est compréhensible et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a besoin de notre soutien. Mais que le psychanalyste se rende complice de cet évitement à cause de ses propres résistances, et on a vite affaire à l'image d'un couple où l'un des partenaires cautionne le symptôme de l'autre pour
continuer à nourrir le sien. Si Fernando de Amorim énonce que la psychanalyse du psychanalyste est sans fin, idée dont on retrouve les prémices dans les écrits de Freud et de Lacan, c'est que l'on ne peut se voir confier toute la journée une telle responsabilité, un tel pouvoir, en tant que mis dans cette position de sujet supposé savoir, sans que cela ne produise un gonflement de l'imaginaire. Et je vous parle encore en tant que psychanalysant. C'est d'ailleurs à cause de cette hypertrophie du moi que beaucoup de cliniciens refusent d'apprendre de leurs aînés et refusent d'apprendre de leurs patients et psychanalysants. Or, le psychanalyste doit être forgé, comme dit Fernando de Amorim. Et pour filer la métaphore, je dirais que tel un métal ferromagnétique, il est forgé par sa psychanalyse, par son psychanalyste, par ses supervisions, par ses rencontres avec ses collègues, et surtout par sa fréquentation quotidienne du champ de bataille clinique. À force de travail, il commence, et j'insiste sur ce mot, à force de travail, il commence à posséder les propriétés de l'aimant afin de pouvoir opérer dans cette position de semblant d'objet petit a. Au cas par cas, ni trop proche ni trop loin, il apprend à trouver la juste position pour que le psychanalysant puisse trouver en lui un moteur pour affronter le travail, pour poursuivre ses associations libres jusqu'à ce qu'il puisse devenir sujet et continuer sa route en laissant celui qui fut ce témoin privilégié de son histoire sur le bas-côté. Je vous remercie.